La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast animé par des geekettes, nous autres. À chaque 3 semaines, on vous parle d'un sujet de notre choix sur la culture populaire et locale, mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires! Oh oui! Alors aujourd'hui, à La vie secrète des geekettes, je suis en compagnie de Martine. Allô, Martine! Bonsoir, Fanny. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoute, on a réussi à tenir notre motto de faire Oui, ça en 3 semaines. Vraiment, Bravo. vraiment. Je suis vraiment fière de nous 2 autres. en 2, il faut continuer. Parce qu'il faut expliquer, on était au mois avant, mensuel. Ben, au mois 5, Moyen-ish, 6 là. semaines. Oui, vraiment. Hey, je ne me suis pas présentée. Moi, je suis votre animatrice, Fanny Grégoire. Martine, tu es ma collaboratrice à la technique ce soir. Eh oui. Et puis, on a une autre geekette avec nous, Émilie. Allô? Allô, c'est ta première fois au show! Ben oui, très contente. Ben, Merci de l'invitation, les filles. Ben, merci à toi. On a très hâte de t'entendre. Et puis, comment ça a été ta semaine? Très bien. Très belle semaine, surtout c'est déjà le début de semaine, donc c'est la suite du week-end. Je suis très prête. J'ai dit à Martine que je ne lui ferai pas honte ce soir. Alors, voilà, j'ai plein de belles choses à vous dire. Oui, parce que pour les auditeurs qui nous suivent, vous savez comment je suis la geekette organisée. Une chance. Et, tu sais, Émilie étant mon amie, elle a mis ses attentes très hautes. Ben oui, ben, j'imagine, parce que déjà, tu as des très hautes attentes quand même, Martine. Ben oui, puis là, ça me dit tout comment qu'elle s'était préparée. Je suis quand même, pour vrai, tu peux prendre ça plus cool. Mais je suis fière d'Émilie, là, très, très prête ce soir. J'avais beaucoup de plaisir. Excellent, Voilà. excellent. Puis on a une autre geekette avec nous ce soir, comme on aime appeler aux geekettes, une geekette masculine. Avec une geekette avec une barbe. Oui, avec une barbe. Alors bonjour, Cliff Caporal, ou Caporali, je suis pas certaine. Ben, je suis né au Québec, fait que tout le monde dit caporal, mais la vraie prononciation, c'est caporale. Ah, est-ce que c'est italien? C'est italien, oui. Mon Ah, père est italien. Team italien, Ouais. ici, ça paraît pas, mais il y a des Italiens Ah oui? dans ma famille, on en reparlera Ok. après chaud. Parfait. des Italiens entre nous autres, là. Oui. Ben oui, Toujours. c'est sûr. Donc, ben merci. J'ai pas dit qu'est-ce que tu faisais. Tu es directeur de la programmation et aussi des partenariats au Montreal Comic Con. Oui, ben, présentement, c'est juste la programmation. Oui, c'est assez. Parce que partenariat, on a lancé d'autres événements dans l'année passée. On en avait 4 à travers le Canada. C'est beaucoup de travail. Alors, Cliff a dit... c'est assez c'est un assez, chapeau. on va mettre ça à quelqu'un d'autre de s'occuper des partenariats. C'est une transition présentement, mais... Bon choix. C'est ça, oui. Mais déjà, parce que c'est beaucoup la programmation. 4 événements, c'est Tout beaucoup. à Puis fait. Montréal, c'est le plus gros, fait que... Puis on va en reparler tout à l'heure. Je vais faire une petite entrevue avec toi. Oui. Mais avant, on va aller en nouvelles aux geekettes. On est aux nouvelles des geekettes. Je vais commencer avec les nouvelles avec la personne qui est la plus proche de moi, physiquement, mais aussi dans mon cœur, j'imagine. Je sais pas. Je dis ça comme du love ce soir. Alors, Martine, tu as une nouvelle pour nous? Mais écoute, j'en ai quelques-unes, mais je vais commencer par la première. Une autre geekette proche de notre cœur. Je veux parler de Chapeau les filles. Ils donnent des bourses pour les femmes qui excellent en sciences. Donc, l'objectif, c'est de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, récompenser leurs efforts, favoriser la réussite étudiante dans des groupes à prédominance masculine et proposer des modèles féminins hors des sentiers battus. Et comme vous savez, on a Jenny qui veut donc faire des robots qui vont cueillir des brocolis, comme elle aime le dire. Donc, elle s'est méritée une des bourses pour le volet universitaire, pour les compétences réseau, pour avoir réussi à se bâtir un réseau de contacts dans ce Bravo! monde. Donc, bravo, Jenny. Bravo, Jenny. Jenny, qui est une des geekettes sur le show pour les gens que c'est leur première fois qu'ils écoutent le show. Oui, puis elle étudie fort en ce moment, justement, Vraiment. en génie. Donc, bravo pour tous tes efforts en génie. Tant qu'à moi, ça va être la meilleure nouvelle des geekettes. On pourra pas topper ça. Oui, là, j'aurais peut-être dû franchement. finir avec ça, hein, finalement. C'est correct, c'est correct. Écoute, je vais continuer avec toi, Émilie, pour ta première nouvelle. Pas de pression, pas de pression. Pas de pression. Écoutez, moi, je vous parle du festival, le Festif de Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un festival qui a lieu où?
à Baie-Saint-Paul. J'ai eu un moment de... J'étais comme, ah ouais, OK. Donc, du 20 au 23 juillet, c'est un festival de musique festif hyper rassembleur qui se déroule surtout au centre-ville de Baie-Saint-Paul, dans des lieux complètement différents. Donc, oui, il y a des scènes régulières, mais il y a des spectacles qui peuvent être dans des ruelles, dans des rues, sur le bord de l'eau, sur les terrasses de certaines maisons et même dans un pit de sable. Alors, c'est vraiment un événement incontournable au Québec. Des spectacles gratuits, je vous en nomme quelques-uns. Jean-Michel Blais qui va être là le samedi à 12h30. Gab Bouchard qui va être là aussi le vendredi à 17h. Calamine et Canen, 2 Révélations Radio-Canada, ancienne Révélation Radio-Canada. Je les mentionne le vendredi 19h et vendredi 11h30. Il reste encore des billets pour quelques spectacles payants. La grosse majorité s'est vendue comme des petits pains chauds, mais quand même, il reste de la place pour Philippe B, qui sera là le jeudi à 17h. Daniel Bélanger-Dumas, qui seront là. Il reste de la place pour Dumas, Fanny. Je sais qu'il va être là jeudi à 19h. Ah oui. Mm-hmm. Fan de hip-hop, Soulja, il sera le vendredi à 12h30. Et Groovy Hardward dans le pit de sable. Alors, ça vous donne tellement parfait dans le pit de sable pour eux. Et c'est à minuit, l'heure où moi, je risque d'aller me coucher par contre. Alors, vous pouvez trouver des billets sur lepointdevente.com ou aller sur leur site web. Ben merci. Écoute, moi, je vais peut-être passer dans ce coin-là, donc je vais regarder ça. Excellent. Ça vaut vraiment la peine. C'est absolument Est-ce que tu as spectaculaire. déjà été? Je suis allée l'année passée. Première expérience et j'y retourne cette année. C'est vraiment fantastique. Les gens sont super passionnés qui bâtissent ce festival-là à bout de bras, comme on dit. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et c'est très, très festif. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le festival? Est-ce que la foule est dense ou c'est juste agréable des fois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, oui. Moi, j'aime pas quand il y a trop de foule, mais il y a quand même beaucoup de foule, mais tout le monde est super respectueux. Il y a plein d'enfants. Bon, pas dans le pit de sable pour voir Groovy Hardward à minuit, on comprendra. Mais c'est un festival quand même assez familial, donc beaucoup d'enfants. Fait que je pense que tu devrais aimer ça. Bien, certainement, c'est sûr. Du monde, mais pas trop. Oui, bien c'est sûr, exactement. Ben écoute, merci Émilie pour cette première nouvelle. Je vais continuer ici avec ma nouvelle. Écoutez, c'est plus une suggestion. Hier, parce que des fois, je suis un peu à la dernière minute dans mes nouvelles des geekettes. Hier, j'ai vu le documentaire sur Brooke Shield qui s'appelle Pretty Baby. 2 petits points, Brooke Shield. Puis en fait, c'est diffusé sur Disney+. La réalisatrice, c'est Lana Wilson, qui a fait, entre autres, Miss Americana, c'était le documentaire sur Taylor Swift. C'était vraiment excellent, parce que moi, je ne connaissais... C'est une suggestion, si jamais vous voulez l'écouter. Je trouvais ça vraiment excellent, parce que je connaissais pas grand-chose de Brooke Shield, à part ses sourcils puis sa chevelure. Donc, c'était vraiment intéressant. Moi, je la connaissais pas, j'en ai beaucoup appris, puis tout. Il y avait un gros côté féministe aussi, là, où est-ce qu'on parle de comment la représentation des femmes dans les médias, la voix des femmes dans les médias. Donc, vous me voyez venir ici, là, c'est comme un sujet qu'on parle souvent aux geekettes. Donc, à écouter, sincèrement, si vous savez pas trop quoi écouter, c'est un documentaire, il y a 2 épisodes, 1 heure chaque environ, ça s'écoute super bien, c'est super bien monté. Moi, j'étais complètement scotché sur mon écran pour utiliser ce bel anglicisme que j'adore. Donc, je vous le suggère fortement. Et les commentaires ont été vraiment bons dans les médias et dans les différentes chroniques parce qu'on y voit, tu sais, Brooke Shield quand même, mannequin très, très jeune. Toute la réalité aussi à cette époque-là qui était hyper difficile pour les jeunes femmes. Est-ce que tu l'as écouté, Émilie? Mais non, mais c'est sur ma liste. La grande liste, là, mais ouais. L'été arrive, tu sais, on veut essayer d'aller dehors un peu, mais c'est sur la liste. Oui, c'est certainement. Il va pleuvoir avec... Oh, excuse-moi. Il va pleuvoir 23 jours sur 30 au mois de juillet. Fait que... on va avoir le temps de l'écouter à ça. Il n'y a pas d'excuse, vous devez aller l'écouter. C'est ça. Beaucoup de pression sur vous. OK, oui, vas-y, Fanny, je ne veux pas te relancer. Ah. Mais moi aussi, j'ai rajouté une nouvelle de dernière minute hier soir. Parce pour que... vrai? Ben oui. Tellement pareil. Oui, je sais. Parce que, tu sais, je vous avais parlé... Au 100e épisode, je crois. Oui, parce que c'était Physical 100. Hein? Je vous avais parlé de la télé-réalité coréenne. Mais là, il récidive avec une autre. Mais c'est encore plus hot parce que là, c'est que des femmes dans le show. Et ça s'appelle
sirène, mais pas la femme poisson, là. Sirène, l'alarme. Ah, OK. Moi, je pensais à la femme poisson. Ouais, T'as bien fait de le mentionner. Oui, surtout suivi de Survive the Island. Tu sais, ça peut porter à confusion, mais c'est sirène, l'alarme. Alerte. Fait qu'ils mettent 6 équipes de 4 femmes. Puis encore une fois, un peu comme dans Physical 100, là, c'est des femmes avec des métiers très rough. Là. Ils peuvent en prendre. Donc, on a une équipe de policières, pompiers, cascadeuses, bodyguards, armée, soldats et athlètes olympiques. Rien de moins. Et rien de moins. Et là, il faut qu'ils fassent des raids. Quand la sirène part, c'est un peu comme le jeu du drapeau. Il faut qu'ils aillent prendre le drapeau dans les maisons des autres. Mais quand tes voix se battent, tout ça, là, puis c'est drôle parce qu'ils peuvent aller chercher, mettons, au magasin, puis c'est comme, je vais prendre la hache, je vais prendre les smoke bombs. Tu sais, pour des fois, c'est quelque chose. Et entre les tournois, il y a comme ils vont dans une arène, puis il y a des petites compétitions, puis ça leur permet, mettons, des avantages pour les raids, mais ils savent jamais quand l'alarme va sonner. Fait que c'est ça. Fait que c'est pendant une semaine. Ils sont 6 équipes, que des femmes. Et croyez-moi que ces femmes-là peuvent botter les fesses de pratiquement tout le monde sur la planète. C'est sûr. Juste l'autre fois, moi, j'ai vu, petite parenthèse ici, j'ai vu ma physiothérapeute qui est en méga forme, puis j'étais comme, wow, comme cette femme est incroyable. Puis imagine, je sais pas. Mais autant que Physical Sam m'avait impressionné, là, de voir que des femmes dans cette compétition-là, c'était super. Inspirant. Ouais, puis tout comme Physical 100, pas trop de chicanes. Ils se félicitent après les combats. Ils se tapent dessus, mais ils se félicitent. Oui, exact. Puis, tu sais, si, mettons, ils font un combat, puis après, ils vont l'aider à se relever, parce qu'ils ont chacune un drapeau, là, aussi. Puis, fait que si tu enlèves le drapeau, tu peux plus participer au raid, là, puis tout ça. Fait que bref, j'ai rajouté ça. Écoutez ça, gang. Oui. 23 jours de pluie, qu'on disait. Écoutez ça. Super. Ben merci, Martine. Et puis, Émilie, on continue avec toi. Est-ce que tu as une autre nouvelle? Une autre nouvelle, mais on m'a averti, je dois faire un disclaimer ici. Je vais vous parler d'un balado de Radio-Canada. Je travaille à Radio-Canada en communication pour les balados et la radio. Un petit conflit d'intérêts ici, là. Mais quand même, est-ce un disclaimer? Martine m'a dit que j'avais le droit. En autant que tu disais que tu travaillais là, tu as le droit. Fait, c'est très authentique. C'est dit. Mais c'est parce que j'y crois. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du balado Pas fait en chocolat de Rebecca McConnell, réalisé par Marie-Michel Giguère. Marie-Michel a aussi réalisé Tomber Michel Brûlé et 3.7 planètes François Bellefeuille. Aussi sur Radio-Canada. Audio. Donc, des balados et non pas des podcasts. Oui, des balados, oui, exactement. Donc, c'est vraiment Rebecca part d'expériences personnelles, de réflexions identitaires qui l'habitent depuis longtemps pour s'intéresser à la société d'aujourd'hui. Donc, elle se pose des questions complexes, difficiles, parfois juste assez baveuses, mais qu'elle aborde vraiment avec toute la franchise et l'ouverture qu'on lui connaît. Moi, c'est une animatrice que je suis depuis longtemps, depuis l'époque de Musique Plus. C'est aussi, rendu une collègue de travail, mais vraiment, dans toutes ses émissions, dans toutes ses animations, je la trouve hyper authentique, hyper vraie, et elle parle de culture aussi, et j'aime beaucoup ça. Alors, par exemple, dans les sujets, c'est un balado qu'on a lancé l'année dernière, je crois, mais là, il y a des nouveaux épisodes. Quelle place fait-on aux femmes qui ne veulent pas d'enfants? Elle n'en veut pas. Intéressant. Exactement. Donc, moi, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Les liens familiaux sont-ils supérieurs aux liens amicaux? Ah, quel bon sujet. Donc, est-ce que les familles de sang versus nos familles choisies? Donc, c'est vraiment des thèmes qui peuvent... qui nous parlent. Puis, la pudeur est-elle démodée? Rebecca étant hyper pudique, elle s'entretient avec Stéphanie Boulay, la demi des sœurs Boulay, et l'animatrice Pénélope McQuaid, qui ne sont les deux pas du tout pudiques. Pénélope quand même un peu, mais bon, bref, vraiment... Des sujets hyper intéressants, vraiment des enjeux de société aussi, mais à la sauce de Rebecca. Moi, je me suis reconnue beaucoup dans certains de ces questions. J'avais adoré la première saison, fait que j'ai hâte de voir les nouveaux épisodes. Eh bien, Martine, tu peux aller écouter les quatre nouveaux épisodes. Donc, voilà, c'est vraiment une suggestion à écouter absolument. C'est le balado Pas fait en chocolat? Exactement. Super. Merci, je vais aller écouter ça. Moi aussi. Que de bon contenu. Ouais, on manque pas de contenu. Et puis, moi aussi, j'ai un autre contenu à vous partager. Mais ça va être, en fait, la dernière fois dans les nouvelles des Geekettes, là, je vous avais dit que j'allais être sur la programmation du Montreal Comic Con, mais que je savais pas trop lequel des ateliers que j'allais être dessus. Mais là, je le sais. Puis là, je peux le dire.
Donc, ça s'appelle... C'est là que Cliff est comme, non, t'as pas le droit encore. non, il y a un embargo là-dessus. Mais non, ça s'appelle « Je me pars un podcast ». Ça va être... on va être sur la programmation le dimanche 16 juillet à 11h15 le matin. Donc, si vous voulez apprendre à faire du podcasting, du balado, appelle ça comme tu veux. Moi et mon équipe du Festipod, le Festipod qui est un festival de podcasts à Montréal, on va être sur la programmation du Comic-Con et puis on va vous montrer ça. Comment partir votre premier podcast. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, il faut que vous soyez au Comic-Con pour nous voir en parler. Donc, c'est ça. Soyez-y dimanche. Le 16 juillet, à 11h15, amenez votre petit café, là, puis venez nous écouter, là, entre deux cosplays de Spider-Man. Voilà! Donc, hey, est-ce qu'on a une autre nouvelle? Là? Ben oui, écoutez, oui, hein? Je me sentais un peu mal parce que là, je parle pas de jeux vidéo ce soir. Fait que... Mais là, le mois de juillet, là... Qu'est-ce qui se passe? C'est fait trop beau. Le mois de juillet, pour vrai, je fais de l'anxiété. Il y a trop de jeux en juillet qui sortent que je dois jouer. Puis mon backlog est déjà grand. Fait que là, je suis comme... Fait que j'ai pris des vacances au mois d'août. Donc, Pikmin 4, très attendu pour moi, qui sort le 21 juillet. Pikmin 3 était sorti en 2013. Ça fait donc 10 ans qu'on attend un nouveau Pikmin. Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, c'est un jeu de réflexion, de stratégie en temps réel, fait par Nintendo. C'est donc très, très, très approchable si vous voulez découvrir le style de stratégie en temps réel avec des beaux petits bonhommes tout cute. Et il y aura des nouveautés, les Pikmin glace, un chien de l'espace et enfin, on va pouvoir se battre la nuit au lieu d'aller se cacher dans notre vaisseau avec les Pikmin glow in the dark. Donc, première sortie attendue pour moi. Oh. Deuxième sortie attendue, Disney. Illusion Island. On n'a pas tant entendu parler. Ça sort le 28 juillet. C'est un visuel très, très accrocheur. C'est Mickey et ses amis, mais un peu en illustration 2D, un peu comme les tout premiers Disney qu'ils avaient fait là, dans les années, au début des années 1900, quand c'est sorti 1950. C'est en noir et blanc que tu as dit? Oui, bien, le style a l'air de ça, mais un peu à le jeu vidéo, le Cuphead, un peu, là, ouais, ce genre-là. Exact. Ouais. Dans ce genre-là, donc c'est des super belles illustrations, puis c'est du platforming avec une mécanique un peu comme Rayman. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc, Fanny, des gens comme toi qui ont besoin d'aide ben oui, peuvent... qui est comme, il est où le piton? Où est-ce que je pèse? Exact. Fait que c'est un très beau jeu à venir. Ah, je suis très curieuse, sincèrement, oui. Puis Tunic va sortir en copie physique le 28 juillet, pardonnez-moi. Oui, c'est un jeu qui était sorti en mars 2022. Par contre, je n'y ai pas encore joué parce que j'attendais la version physique. C'est un jeu d'action et d'aventure 3D en vue isométrique. Et Émilie, tu vas aimer ça, c'est un renard très, très cute. Un petit renard. Les renards, on aime ça, les renards. Dans un monde runique post-apocalyptique, écoutez. Fait que des casse-têtes, de l'aventure. Et c'est un jeu indie qui a eu énormément de nominations, qui a remporté des prix. Donc, bien hâte, moi aussi, de découvrir ce monde. Fait que je fais pas de review de jeux vidéo, mais voici, tout ça sort la même semaine. Fait que... Wow! Wow! Ouais, ça va venir. Là. Ben, c'est ça. Puis là, ben, j'ai déjà un gros backlog. Fait que là, je me fais pas m'étirer ça dans le temps. C'est 3 jeux que j'attendais. Émilie, ça te tente pas un jeu de renard là, dans un monde post-apocalyptique? Moi, ce qui est très drôle, là, c'est que dans notre gang d'amis avec Martine, je suis la seule qui joue pas à des jeux vidéo. Donc, ben, c'est ça. Mais je suis là, je les écoute. Parfois, je les regarde. Mais souvent, quand tu parles, je comprends absolument. Mais il faut dire que, on va le dire, là, tu sais, Émilie est quand même bonne parce que, tu sais, je joue aux jeux vidéo avec son conjoint qui est mon meilleur ami, puis elle joue pas aux jeux vidéo, puis des fois, elle rentre le soir, puis on joue à des jeux coop, puis là, je suis comme, viens sur moi, non, plus vite, qu'est-ce que tu fais? Plus vite, un peu plus à gauche. sur ma face. J'ai déjà vu ça. J'ai dit, OK! Parce qu'on est des robots, fait que là, Émilie, elle arrive comme, allô? Puis on est comme, viens sur moi. Fait que ça peut avoir l'air un porter peu... à confusion, hein, il y a un grand niveau de confiance. Là. Exactement. Super. C'est toujours bien drôle. Je pense pas qu'on peut mieux finir la section des nouvelles. Donc, on va enchaîner avec une entrevue. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $.
Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, je vais commencer mon entrevue avec Cliff Caporale. Moi, je vais le dire à l'italienne un peu. Là. Super. Quand même. Alors, Cliff, tu es le directeur de la programmation du Montreal Comic Con, ou en français, le Comic Con de Montréal, qui a lieu à partir du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet, quand même 3 jours. Ça va avoir lieu au Palais des Congrès, métro Place d'Armes pour les gens qui se déplacent en métro, parce que c'est bien d'utiliser le métro pour la planète. Je veux juste le rappeler aux gens. Complètement d'accord. Puis c'est vraiment dans le même édifice, fait que c'est super. Oui, puis c'est super accessible, tout ça, c'est très accessible. D'ailleurs, s'il y a des gens en fauteuil roulant, peu importe, c'est accessible également. Le Comic Con, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que ça existait depuis, selon Wikipédia, 2006. J'ai été très surprise. Je ne pensais pas que... Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ça? Alors, dans le fond, les Comic Con à Montréal, il y en a eu plusieurs, des différentes formules, mais celui qui existe présentement, c'est mes patrons qui sont des propriétaires de magasins de bande dessinée à Montréal, il y en a, et en ligne aussi, qui ont décidé parce qu'ils se déplaçaient partout, à des conventions partout pour vendre des bandes dessinées, puis ils ont dit pourquoi qu'on n'en fait pas un à Montréal? Fait qu'ils ont commencé avec de petites conventions. Dans les hôtels. Dans les hôtels, le Delta, au centre-ville. Exactement. Que je suis sûr que c'était comme 5$ ou quoi que ce soit dans le temps. Oui, je m'en souviens, Tu te promenais dans une petite salle, tu voyais des amis, puis tu achetais des jouets, puis des bandes dessinées, puis tu partais, il n'y avait presque pas d'invités de comic book ou quoi que ce soit. Mais là, en 2009, c'est où que ça a changé la formule, où ils ont décidé d'inviter des gens célèbres, des gens de science-fiction. C'était un des premiers invités, c'était Lou Ferrigno de l'Incroyable Hulk. Et d'autres que je ne me rappelle pas. Là. Il y en a eu quand même plusieurs. Là, oui, mais c'est 2009, puis il y avait quoi, 3-4 invités, c'était pas énorme, mais mais à chaque année, il invitait un petit peu plus, touchait à des volets différents. Puis maintenant, là, on avait commencé une couple de centaines de personnes. En 2009, c'était 1000-2000 personnes. Puis là, on est rendu à 60 000 personnes et plus. Wow! C'est quand même très impressionnant, là, surtout pour une ville comme... en fait, Montréal, c'est quand même une ville culturelle importante, il faut le mentionner. Puis, écoute, je vais continuer. Dans les invités, bon, on va revenir en 2023. Yeah. La programmation de cette année. J'ai vu qu'il y avait quand même des gros invités. Parmi les invités d'honneur, vous avez Christina Ricci. Oui. Wednesday, de Addams Family. J'allais dire Casper. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment Casper. les enfants des années 90. Oui, exact. Ma génération, là. Oui. Jamie Campbell Bower, qui était le méchant dans Stranger Things, la plus récente saison. Ça dépend d'une perspective. Peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça. Non. Peut-être. Spoiler alert. 2 ans plus tard. C'est ça, exactement. Là, il faut que les gens écoutent leur Netflix, là, quand même. Stranger Things. L'émission la plus écoutée l'année passée. Vous avez manqué le bateau un peu. Donc, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Il y a aussi... moi, je suis une fan du Seigneur des Anneaux. Puis là, j'ai vu que vous aviez Billy Boyd et Sean Astin aussi, qui allaient être là, les 2 des 4 Hobbits. Une déception pour toi, par contre? Non, je capte tous tes mots. Oui, donc, c'est ça. Vous avez aussi, du côté comic book, je trouvais super intéressant, vous avez Gail Simmons, qui a fait j'ai marqué Girls of Prey, mais c'est pas ça. Oui, Girls of Prey, non, Birds of Prey. Birds of Prey, j'ai eu un lapsus ici. C'est une version pour me corriger. ultérieure. C'est ça. Bad Girl, Wonder Woman aussi. J'ai vraiment hâte de voir si elle va faire. D'ailleurs, écoute, j'ai plein de questions, mais je vais suivre ma liste. Je vais continuer comme ça. Aussi pour les fans de Kim's Convenience, Paul Sun-Yoon Lee. Oui. Sophie Nellis de Yellow Jackets. Donc, c'est quelques-uns là, des invités. Je ne vais pas tous les nommer. Inquiétez-vous pas, j'arrête là-dessus. Allez voir leur site web, Montreal Comic Con, pour avoir la liste des invités. C'est quand même très impressionnant. C'est énorme. On avait commencé, on ne savait pas. Regarde, l'année passée, c'était après la pandémie. Puis on a commencé, mais c'était pas c'était bien, mais c'était pas notre gamme d'invités la plus... habituelle. Habituelle, mais tu sais, c'était pas facile non plus de booker personne. Mais là, avec cette année, là, il y a beaucoup de monde qui voulait venir quand on les a invités. C'est pas toujours facile. Non, ça doit pas, les horaires étaient plus libres. Tom Welling, dans le fond, lui était supposé venir en 2019. Tom Welling, c'est Clark Kent
alias Superman, dans Smallville. Mais pas juste lui, mais il y a Michael Rosenbaum, il y a Kristen Krug, il y a Erica Durance, Laura Vandervoort et John Glover. Alors, 6 des acteurs principaux de la série. Il y en a une qui n'est pas là. On n'en parle pas. Là, je m'excuse, Fanny, là, je veux pas tout briser ton Non, entrevue, vas-y, là, vous mais pouvez avoir des justement, questions là, si jamais, c'est quand même des personnalités mondiales. Là, oui. Comment ça se passe? On les contacte eux-mêmes ou c'est plus eux souvent qui disent hey, « moi, j'aime ça » ou « je suis fan de ce type de convention-là ». Oui, c'est une bonne question. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on commence nos discussions à l'année avec nos listes de plus de 100 personnes sur une liste d'idées. Après ça, la liste, elle change plein de fois. Parce que c'est pas... on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme des concerts, qu'on invite, on a une idée, on invite, puis tout le monde qu'on invite vient. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est comme un party quand tu invites du monde, mais puis là, maybe attending, j'imagine. Des fois, tu sais pas trop. Oui, on a plein. On a une feuille, puis il y a peut-être 30 invités qui viennent, mais j'ai ma feuille de à peu près 70 noms en rouge. Qui peuvent pas venir. C'est pas comme si tu avais le numéro de cellulaire de Christina Ricci puis tu l'appelles. Non, je veux dire, ça doit être compliqué quand même. Non, pour Christina Ricci, non. Non, à travers les années, les premières années, c'était difficile parce qu'on était nouveaux, on ne se connaissait pas dans le milieu, ils ne nous connaissaient pas non plus. Fait que les agents, il fallait qu'on le découvre, c'est qui les agents. Puis c'est pas un agent que tu trouves sur une agence ou Google ou quoi que ce soit. C'est pas facile nécessairement. Ouais. C'est une agence de présence, c'est-à-dire qu'il s'occupe pour des conventions. Il y en a, comme on va dire, il y a CAA et j'oublie d'autres, c'est ceux qui envoient les gens faire des films ou des séries de télé. Puis des fois, ils ont une division pour les conventions, mais c'est très peu. Ils sont très peu qui font ça. La plupart, c'est comme un agent à l'extérieur qui deal avec plein de... pas de studios, mais des agences directement, ou les managers. Puis, à travers les années, ils connaissent bien leurs clients, puis ils savent c'est quoi la disponibilité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, quoi que ce soit. Fait que oui, c'est un long processus, puis les réponses, ça prend du temps. Puis on a beaucoup de demandes. Beaucoup de gestion, Il y a beaucoup de demandes des fans qu'on aimerait. Oui, sur Facebook, j'ai vu ça. Puis ça l'arrête pas, mais c'est correct. On veut savoir ce que les gens aiment. Mais moi, je trouve ça triste des fois parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde qui veut. Parce que c'est pas toujours... Souvent, c'est à cause qu'ils ne sont pas disponibles. Mais des fois, il y a des gens qu'on voudrait inviter, mais le prix est trop haut. Okay? C'est-à-dire que il faut connaître notre marché. Si Christine Ricci, son autographe, c'est comme 90 ou 100 $, je ne me rappelle pas. Ça, c'est cher. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les collectionneurs, pour les gens qui sont fans. Mais, tu sais, là, il y a Christine Ricci, mais il y a des plus grands noms qu'on peut aller chercher. Fait que les gens disent, pourquoi tu n'apportes pas Chris Evans puis Chris Hemsworth de Marvel Universe? Parce que tu as 350 $ pour une autographe ou une photo. Parce qu'on a besoin d'en vendre 1000 c'est quoi le marché à Montréal ou plus. C'est ça, il faut connaître le marché. Puis Montréal, tu sais, ils ont beaucoup plus de sous dans leur poche que d'autres personnes, mais ils dépensent moins. Oui, comme on va dire à Toronto, ils ont plus de dettes qu'un Québécois. Les Ontariens ont plus de dettes que les Québécois, mais ils dépensent plus. Mais est-ce que ça c'est lié au fait, justement, souvent les artistes disent que quand ils viennent au Québec, ils se font comme moins achalés, entre guillemets? Certains, oui. Ben, c'est à cause que de nature, on est plus gêné à aller demander une photo ou payer, peut-être? La plupart des gens se mêlent un petit peu plus de leurs affaires ici au Québec. Quand j'étais en Ontario, je me rappelle en 2010, j'étais dans un meet and greet avec Stanley. Le monsieur, il sort dehors, OK? Juste prendre de l'air. Ouais. Une foule de gens se pitchent dessus. C'était incroyable. J'étais là. Ici, ça traite des curieux ou quoi que ce soit, mais une anecdote, Robert, c'est quoi son nom de famille? d'Umbrella Academy, Robert... je vais l'insérer en montage. En tout cas, il était à Montréal. Il m'a invité à aller prendre une bière. On était allé prendre une bière, puis on était dans une terrasse. C'était pendant la pandémie. Puis il y avait comme une couple de personnes qui nous regardaient. Ouais. Il dit, hey, puis on a joué le jeu. Il a dit,
y a-t-il quelqu'un qui... Robert Sheehan, c'est ça, Robert Sheehan. Y a-t-il un de vous autres qui est fameux? Tu sais, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un de fameux. Puis que là, son ami, il me dit, oui, lui, il est fameux. Il me pointe à moi. Il dit, oui, je suis dans Star Trek. Tu m'as reconnu. Non, mais tu sais, mais c'était une personne à travers plein de monde qui passait à côté, puis il le regardait, puis il s'en allait. T'sais. On est comme des groupies respectueux. Oui, on est comme des groupies gênés. Ouais. Des groupies timides. Mais oui, mais moi, il y a plusieurs années, en 2004, j'avais été au Comic-Con de San Diego, puis j'avais été un peu surprise du groupisme des gens sur place. C'était complètement fou. Les gens se ruaient vraiment durant la programmation. Quelque chose que tu vois pas vraiment à Montréal, là, des choses comme ça. Sean Astin de Lord of the Rings, que tu as mentionné plus tôt, quand il est venu, là, presque 10 ans maintenant, en 2014, je pense. Non, 2013. Oh my God, c'était 10 ans. Oh là là. Oh! Ouais. Il est venu, puis il a donné une conférence, puis il a parlé de la différence entre Montréal puis les autres villes, surtout les villes américaines, que les gens ils sentaient que, tu sais, comme dans les villes américaines, ils veulent un morceau de toi. Ils veulent mais pas de méchanceté, ils parlaient pas de minablement des gens, mais il dit à Montréal, ils sont tellement heureux de rencontrer. Merci. Il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de reconnaissance pour ce qu'ils ont fait comme travail. Bien, je suis contente de l'entendre. Ouais. C'est quand même bien d'entendre ça. Je vais continuer. Merci pour ta question très pertinente, Martine. Je m'excuse, j'étais comme ben toute non, bloquée. non, sérieusement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à embarquer. Moi, il n'y a aucun souci. Moi, on va revenir à la programmation un petit peu. Moi, je me demandais, ça serait... Mais quelqu'un qui va aller au Comic-Con il y a une journée, qu'est-ce qui doit pas manquer? Je sais que c'est difficile comme question quand même, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais mettons, il y a quelques trucs qu'il ne faudrait pas qu'il manquent. Là. Oui, c'est sûr. Le samedi, c'est la journée la plus achalandée, mais si tu n'es pas une personne qui aime les foules, c'est pas recommandé, parce que c'est vraiment la journée la plus achalandée. Il y avait des années qu'on ne pouvait pas vendre de billets à la porte jusqu'à 13h de l'après-midi, parce qu'il fallait faire rentrer les gens qui avaient déjà leur billet. Fait que c'est plein, c'est plein. Alors, on recommande les gens qui sont en poussette, les familles, de venir le vendredi puis le dimanche, puis c'est moins cher. Quand tu viens en famille, tu n'es pas trop intéressé à aller voir les conférences, puis les signatures, puis les séances de photos. Pas tout le monde, mais moins parce qu'une heure avec ton enfant dans je m'en vais. Mais le samedi, gars, si ceux qui sont habitués ou ils ont déjà connu le Comic-Con, le samedi, c'est vraiment la meilleure journée. La mascarade, c'est numéro 1. C'est le grand concours de costumes qu'on a. On donne des prix qui sont reconnus par le Costuming Guild. CG, je ne me rappelle pas le nom complet, mais c'est un organisme qui est connu à l'international. Alors, si tu gagnes, on va dire, comme novice, OK, et tu gagnes 3 fois novice à des différents événements qui sont des mascarades, tu peux passer aux prochaines étapes. Puis après ça, tu peux aller, on va dire, au Japon pour rentrer dans les maîtres, si tu veux, après des années. C'est tellement un monde, tout ce qui est la costumade ou le cosplay en anglais. Oui. C'est un monde qu'on connaît moins au Geekette. Donc, s'il y a des gens qui font de la costumade, qui aimeraient être invités au Geekette, venez ici, on aimerait ça en parler un petit peu avec vous. C'est tout un monde. Donc, si tu ne connais pas ça, mais c'est tellement beau, les costumes. Moi, à chaque fois, je suis épatée par tous les gens qui font leurs costumes eux-mêmes. C'est magnifique. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a beaucoup de conférences et des ateliers pour les costumadiers et costumadières qui se présentent pour comment commencer, par où commencer, ou des choses un petit peu plus détaillées, comme il y a quelqu'un qui va présenter comment arranger des talons pour ton costume, qui est important pour plusieurs costumes. Oui, des détails qu'on ne pense pas. J'avais déjà vu, je pense, un atelier sur les gants aussi. Oui. Comment fabriquer tes propres gants. On pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Non, les choses qui vont dans les mains puis les pieds, c'est les affaires les plus difficiles. Oui, quand même. Ah, mais c'est super intéressant. Merci. Et puis, écoute, je me demandais, on a parlé d'invité avec Martine tantôt. Est-ce qu'il y a un invité de cette année que tu as vraiment hâte de rencontrer? Oui, toi, personnellement. Ouais. Oui. Gars, après... Ça fait plus que 10 ans que je le fais. Alors, tu sais, c'est sûr, au début, j'étais tout excité, tout ça, puis j'allais à des conventions comme un fan. Fait que c'était un petit peu... à la longue, c'est comme... J'ai eu mon comble, j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer, David Duchovny, Gillian Anderson, Stanley, c'était le premier que j'ai perdu la bouche, je n'avais pas les mots, quoi que ce soit. Mais cette année, pour moi, c'est Nathan
Nathan Drake. Son nom, c'est Nolan North. Nathan Drake, c'est le personnage qui joue dans Uncharted, dans le fond. C'est un acteur de doublage pour les jeux vidéo qu'on connaît beaucoup, d'ailleurs, Uncharted. Ça, j'ai joué à ça. Ça, c'est le jeu vidéo que j'aime. Mais moi, j'ai pas joué. Lesquels? Avec Guillaume. 1, 2, 3, 4. Oh là, c'est me demander trop. Je sais pas, mon chum, il nous organise ça, je joue et j'adore ça. C'est tellement... Le monsieur, il est tellement charmant. Le jeu, il est bon. C'est du bon gameplay, mais lui, il fait que tu restes sur le jeu parce que c'est comme un Indiana Jones à travers Nathan Fillion, l'acteur de Firefly et tout. Je l'adore. On va aller voir ça. Moi, je le connaissais pas du tout, donc Assassin's Creed, je suis sûr qu'il a déjà travaillé à Montréal parce qu'il a dû faire du motion capture. Ça se peut, il y a beaucoup de motion capture à Montréal. Puis justement, avec Ubisoft et tout. Oui. Là. Merci. Écoute, j'ai une question un peu étrange pour toi, Cliff. Let's do it. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs lutteurs sur la programmation. Je trouvais que ça détonnait un peu, mais je me suis demandé peut-être que it's a thing, comme on dit, dans les Comic-Con en général, d'avoir des lutteurs, mais je me demandais quel était le lien entre les lutteurs. Alors, les lutteurs, c'est comme une version télé-réalité des super-héros. Okay? T'as un bon, t'as un méchant, avec des costumes colorés. Il se crie à des « je vais te prendre », puis il y a des scripts et tout, puis après ça, alors, il y a des gens qui s'attachent à ces personnages, parce que c'est des personnages qui aiment beaucoup, puis ils veulent rencontrer les gens qui sont derrière ça. Alors, on a oui. Moi, j'ai une question. Vas-y, une question vraiment de base. Mais Vas-y. à qui ça s'adresse, le Comic-Con? Parce que dans ma tête à moi, là, ma perception, c'était beaucoup des gens en costume, tu sais, puis juste super-héros et tout. Là, on parle de podcast, on parle de lutte. Moi, ça me parle. J'aime beaucoup ça. Fait à qui ça s'adresse? C'est vraiment large, OK? Alors, on va dire que tu es quelqu'un qui aime les bandes dessinées, bien sûr. Tu écoutes les dessins animés le samedi matin ou en après-midi ou toute la nuit, tout le temps. Là. C'est pour toi. Tu écoutes les séries de science-fiction, de fantasy. C'est tout ce qui touche un petit peu à l'imaginaire. Okay? Que les gens, les fans, ils forment un attachement. Il y a une passion pour le volet en question, que ce soit l'animé, que ce soit jeux vidéo, que ce soit film d'horreur, fantasy. C'est sûr que peut-être les shows de télé-réalité, drame, c'est quoi le show québécois que tout le monde écoute? L'amour est dans le pré? Série noire. Série noire, c'est bon, puis je dirais pas non. Parce que ça aurait pu fonctionner. Ça peut fonctionner parce que... Dans une galaxie près de chez vous? Dans une galaxie près de chez vous, ça fait des années qu'on essaie. On a eu Didier Lucien une fois, on l'a convaincu, puis le monsieur, il savait pas à quoi s'attendre. Parce que beaucoup, les Québécois, ils pensent pas qu'il y a un fandom pour eux. Mais oui, il y en a un énorme pour dans une galaxie près de chez vous. Il ne savait pas. Le monsieur, il se présente, c'était en 2013, il se présente, je le rencontre à la porte, je dis, je vais t'apporter à ta séance d'autographe. Il dit, bon, mais je dis, ta table est là. Je dis, oui, mais pourquoi que ces gens-là, c'est tout en avant de ma table, là? Comment je fais? Je dis, non, ces gens-là sont là pour toi. Ben oui. Pour des autographes. Allez pour voir toi. Bob avec cheveux. Ben oui, Bob avec cheveux. Puis c'est la même chose pour la conférence. C'était plein à craquer. Je pense qu'il y avait 400-500 personnes dans sa salle, puis il n'en revenait pas. Il était vraiment surpris à qu'il y a un fandom à ça, parce que tu sais, gars, il y a des bonnes séries québécoises, mais beaucoup, c'est des séries drames. Absolument. Fait que tu les écoutes, sont bonnes, mais tu les oublies, tu passes à autre chose. Tandis que des séries comme Dans une galaxie près de chez vous, ça reste avec toi, ça devient une partie de toi. Et c'est ça que ce que notre clientèle aime. Tu sais, c'est quelque chose que tu écoutes quand tu es jeune ou quelque chose que tu es passionné maintenant? Ben oui, je me demande, on parlait de série noire, je me demandais, il y a sûrement un cosplay de Marc Arcan à un moment donné qui s'est fait. Là. Si ça s'est pas fait, je vous donne une idée, faites-le s'il vous plaît. L'année passée, à la mascarade, pour faire les liens, il y a quelqu'un qui s'est présenté leur costume sur la scène, c'était le Romano Fafard. Sur la scène. Incroyable. Sur une personne qui est dessus. Là, c'était épouvantable à Mais j'aime voir. tellement ça, des références à la culture populaire. Je pense que c'était Constance, qui est une des chroniqueuses sur le show ici. Elle s'était déguisée en Pascaro. Magnifique. Magnifique. C'est super simple comme costume. On comprenait tout. Tout le monde savait c'était qui. Magnifique. Ouais. Non, moi, ça fait des années que je fais ça, puis j'essaye d'encourager les compagnies québécoises de venir faire un tour de
de se propulser vers nous. L'année passée, Faradar, les gens de Faradar sont présentés, puis ils ont utilisé notre plateforme pour dire, gars, il y a un film style geek, fantasy qui se présente. Public, en exact. Plus, là. C'était tellement bon. Je ne l'ai pas encore écouté. J'ai pas vu moi non plus. Mais je sais que ça a l'air que c'est super bon. C'était super bon. C'était super bon. Et même chose, Red Ketchup, qui oui, c'est une bande oui, dessinée. la dessin animé. Finalement, t'en parles. Je suis comme, comment ça se fait que je suis jamais allée au Comic-Con? J'étais exactement en train de me dire la même chose parce que Marvel, DC, je les ai tous... J'ai tout écouté, les films. Oui. Puis les séries, Batman aussi, quand j'étais jeune. Mais peut-être que tu peux me convaincre, Liv. Peut-être que j'ai un mauvais... Moi, je pense que je suis convaincue. Une mauvaise peut-être, interprétation du Comic-Con. Moi, pour moi, le Comic-Con, j'ai l'impression que c'est pratiquement que des tables marchandes. C'est pour les gens qui se présentent, il y a souvent cette impression-là parce qu'ils rentrent juste dans l'étage au niveau, deuxième étage, dans le fond, dans la salle d'exposants, puis ils restent là. Mais il y a un 5e puis un 7e étage. Mais au 2e étage, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Tu sais, il y a la zone L'Auto-Québec de jeux indépendants, Indie Zone, il y a comme 20 studios qu'eux, ils apportent. Alors, eux autres payent l'espace Puis on pour peut eux. tester les jeux, dans le fond. Tu peux tester les jeux, tu peux essayer des jeux qui vont sortir ou qui viennent de sortir. C'est tous des producteurs d'ici, des développeurs du Québec qui encouragent. Puis parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à Montréal, c'est la ville ou l'espace où il y a plus de développeurs de jeux vidéo dans toute l'Amérique, dans toutes les Amériques. C'est même le 3e pôle mondial. Si on compte la Chine. Oui, c'est ça. Mais il y a 1 milliard de personnes en Chine, alors. Non, moi, je dis que c'est vraiment pour tout le monde. Au 5e étage, il y a tellement d'activités ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que c'est plus des dudes qui se présentent, mais on est vraiment 50-50 %. C'est vraiment... intéressant. Oui, les gens pensent que c'était ça, mais quand on ajoute des volets ou certains... comme l'animé, le cosplay, certains acteurs ou certaines séries ou certains sujets, les femmes sont plus intéressées à ces sujets-là, fait qu'ils vont venir. Fait que c'est vraiment un espace agréable et les gens sourient. C'est sûr que tu vas trouver un nerd qui dit « Ça, c'est pas le vrai costume de Captain Marvel, ça. » Mais on leur parle pas, eux autres. Mais on n'en parle pas, eux autres. Mais non, on les aime quand même, non, là. Mais Émilie va peut-être falloir laisser la chance, là. Honnêtement, je suis convaincue. Puis si Chris Hemsworth vient un jour, text me, I will be there. Hey, c'est correct. Mon épouse va être juste en avant de toi. C'est ça! Il va faire un party. Oui, mais c'est super. J'allais dire quelque chose que j'ai complètement oublié. Mais, pour revenir à la programmation, en fait. Comme tu mentionnais, il y a le 5e étage. C'est super intéressant parce que c'est ça, les gens pensent que c'est des tables marchandes, mais à ce 5e étage-là, tu as toute une grande programmation où est-ce qu'il y a des gens qui donnent des ateliers. Tu as aussi des entretiens avec les invités à l'occasion, là, selon ce qui est disponible. Et puis, c'est super intéressant parce que tu peux prendre des photos. Les cosplays sont tellement beaux. Tu peux prendre des photos avec les gens en costume. C'est incroyable. Si tu as des enfants, moi, c'est sûr que mon gars, je vais le faire prendre avec tous les Spider-Man de la place. Là, c'est sûr et certain. Il y en a beaucoup. Ah oui, je sais. L'autre fois, je l'ai vu. Oh, oui, l'année dernière, il y en avait... c'était merveilleux. On a eu un nouveau film Spider-Man, fait que c'est sûr qu'il va appeler Miles Morales. Oui, tellement. Je suis tellement... OK. Mais super. Mais écoute, nous, on va y être, c'est sûr. Il y a aussi... une chose que je mentionne pas parce que je suis pas aussi dans ce milieu-là, mais on a 2 zones de jeux. C'est tellement rendu grand. Pas jeux vidéo, mais on a une zone de jeux vidéo. Mais on a une jeu Asmodee, je sais pas, vous connaissez le distributeur de jeux sur table. Pas du tout, c'est comme quoi les ça? Ticket to Ride, Catan. OK, jeux de société. C'est des jeux de société, tout excuse-moi. Fait que eux, ils vont venir, ils ont une section dans la salle d'exposants. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi, au 5e étage, on a du RPG, alors des jeux de rôle Dungeons & Dragons qui peuvent se faire, qui c'est géré par D&D Montreal. Et puis, tu peux t'enregistrer pour jouer un jeu, rentrer en compétition. Il va y avoir aussi du Magic the Gathering qu'on n'a pas annoncé encore. Donc, moi qui n'ai jamais joué à Dungeons & Dragons, je pourrais me lancer avec des gens que je connais pas dans aller jouer à Magic avec Geekette Chantal. Ben oui. T'arrêtes pas de dire que tu veux essayer Magic. Oui. Écoute, Chantal, c'est un rendez-vous. C'est ça, il y a des gens qui sont prêts pour montrer, parce que c'est ça, nous, c'est pour promouvoir la culture geek, la culture populaire. Puis les gens, on dit des
jeu de rôle 101, tu sais, dans une salle, pour c'est quoi un jeu de rôle, comment ça commence, comment je crée un personnage ou quoi que ce soit, parce qu'on veut que les gens rentrent dedans, parce que c'est vraiment, tu sais, quand tu rentres dans ce milieu-là, on va dire, surtout les bandes dessinées, c'est vraiment... C'est par où que je commence. Oui, Spider-Man, il y a 900 numéros. C'est quel qui est intéressant. C'est vrai, c'est pas nécessairement accessible. Donc, c'est une bonne occasion d'essayer des choses, t'informer. Parce que c'est vrai, justement, la bande dessinée, il y a tellement de choix. Même les films, tu sais, comme on a trop de choix sur nos canaux de diffusion. Donc, donc c'est une belle porte d'entrée pour en savoir plus. Puis il y a plein de gens qui sont passionnés. Donc, faut pas être gêné de poser des questions non plus. Faut pas faire de gatekeeping, les amis. C'est pas bon. Non, pas de gatekeeping au Comic-Con. Tout le monde est bienvenu. Fait que ça prendrait juste des escape rooms. Il y a Doctor Who Society. Vous connaissez Doctor Who? Oui. Alors, ils sont au premier... la hall d'exposition. Et eux, dans une section, ils ont une petite escape room que tu peux essayer. Bon, là, j'ai pas le choix. Je pense que je suis obligée du 13 au 16 juillet. C'est ce que j'ai 14 compris. au 16. Ouais. 14 au 16. Ouais. Mais tu peux venir le 13, je vais être là. Bonjour. Excellent. Hey, Cliff, j'imagine que tu vas être super occupé durant cette fin de semaine-là. Là, je me demandais, est-ce que jamais on te croise, qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte? Un café, du chocolat, des bonbons, des Red chips Bull Doritos? Zéro. Commanditaire. Non. Non, c'est correct. Gars, moi, mon staff, ils le savent que j'arrête pas. Moi puis le gars d'opération, Scott. On est des gens qu'on veut que nos sections marchent bien, puis on n'arrête pas, on oublie de manger. Fait qu'il y a des gens, ils disent, Cliff, t'es où? On va t'amener à manger. Ils nous apportent à manger. Fait que si tu me vois de l'eau, c'est correct. Bon, tu peux dire, bonne cape sur l'épaule. On t'a entendu au Geekette, t'as fait une bonne job, on est venu à cause de ça, et voilà. Un Darth Vader de speed de grand. C'est ça. L'eau pétillante ou flat? Surprise me. OK. C'est envoyé, le message est envoyé. Cliff, merci beaucoup de t'être déplacé dans notre studio des Geekettes. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Mais merci. Puis je vais juste redire les dates du Comic-Con pour les gens qui nous écoutent. Ça va avoir lieu du 14 juillet au 16 juillet. C'est très bientôt Métro Place d'Armes au Palais des Congrès. Voilà. C'est encore possible d'acheter des billets? Oui, c'est encore possible. Les billets sont encore disponibles. Je suis content que tu dis ça parce que le 9 juillet, les prix de pré-vente terminent. C'est la dernière journée. Et le 10 juillet, à partir du 10 juillet, c'est les prix plein prix. Fait que tu payes un petit peu plus cher. C'est pas une grosse différence. Je peux-tu juste ajouter une dernière chose? Bien, je m'excuse. C'est la programmation, parce que j'ai oublié de mentionner une couple de choses intéressantes. C'est qu'il y a une chose qu'on fait qui est différente des autres Comic-Con aux États-Unis. J'en vois presque jamais. C'est des concerts. Alors, on a le concert de l'OVMF, l'Orchestre de vent et musique de film, qui viennent le samedi. Ils vont faire un concert Star Wars. Et le dimanche, ils font un concert Zelda. Et on a Martine, aussi c'est pour toi, ça. On a aussi un concert le vendredi soir avec l'OAM. C'est l'Orchestre d'animé de Montréal. Et eux, c'est comme des musiciens de 20 musiciens, style rock, quoi que ce soit, avec des chanteurs. Puis ils vont se présenter pour faire de la musique de ça. Et j'allais dire quelque chose d'autre. Ça, tu as accès avec le prix de ton billet, ça? Tous les concerts sont inclus. Hein? Juste à un concert, ça va coûter plus cher à l'extérieur qu'un billet du Comic-Con. C'est fou, hein, quand même. Puis il y a le Burlesque Geek aussi, je crois. Oui, c'est ça, je voulais mentionner. Le Burlesque Geek, le vendredi soir, alors c'est pour les adultes, alors 18 ans et plus, on 4. C'est une troupe de Montréal qui font des shows un petit peu partout. Ici. Alors, ils vont se présenter avec des thèmes vraiment geeks comme Wakanda Forever, puis entre autres. Mais oui, mais pourquoi je savais pas ça, moi? Ben, il fallait que ce soit au show. Il fallait que je sois ici. Merci. Mais c'est pour ça qu'on existe, pour parler de ces choses-là, justement, au Geekette. Puis d'ailleurs, pour le Burlesque Geek, Lulu, qui est sur le show, est une geekette. Est une geekette. Ah oui? Elle vient à l'occasion. Donc, c'est pour ça que je vous fais le mentionner. Nice. Donc, merci beaucoup, Cliff, de ta présence. Merci. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des Geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Allô, Émilie? Allô? Alors, pour cette première chronique, tu vas nous parler de la trilogie de l'enquêteur Joaquin Morales de l'autrice Roxane Bouchard.
Exactement. En fait, je sais que vous ne faites pas si souvent des chroniques de livres, alors j'avais envie de le faire. Jamais. On a besoin de quelqu'un pour faire ça, ça a l'air. Hey, jamais. J'ai fait ma soeur serial killer. Ben oui, mais c'est très rare. C'est vrai que rare. C'est pas jamais, c'est très rare. Ben écoute, ça me fera plaisir parce que je suis une bibite de lecture. Voilà, point. Oui, on va le prendre. On va prendre la bibite. C'est parfait, ça. Alors, la trilogie, c'est 3 livres. Donc, le premier, nous étions Le sel de la mer aux éditions VBL, sorti en 2014. Le deuxième, La mariée de corail, chez Libre Expression en 2020. Et Le murmure des Acapiques, j'ai de la misère à dire, Le murmure des Acapix, Libre Expression 2021. Alors, tout d'abord, qui est cette autrice? Roxane Bouchard, elle est née le 10 juillet 1972. Elle est titulaire d'un bac en littérature française à l'Université de Montréal, puis elle a une maîtrise en arts et lettres de l'UQAM. Donc, cette romancière a écrit 6 livres en plus de sa trilogie, récompensée plusieurs fois, entre autres son premier livre, sorti en 2005, qui s'appelle « Whisky et paraboles ». J'adore ce titre. Un bon titre. Alors, en 2018 et en 2021, elle a gagné plusieurs autres prix pour We Were the Salt of the Sea, ainsi que The Coral Bride, donc des prix à l'international, en Écosse, à Londres. Et tout récemment, son livre « Nous étions le sel de la mer » est paru en France. Et tout de suite, elle a gagné, en avril dernier, le prix Quai du Polar, en plus de la mention spéciale du prix Polar derrière les murs. C'est tellement beau. Derrière les murs? Mais oui, c'est le prix Polar derrière les murs. Mais je comprends pas. C'est le nom de la catégorie. Non, mais c'est-tu dans le sens que c'est un huis clos? Personne. Un huis clos dans une salle seule, c'est ça? Mais je sais pas, je comprends pas le titre du... Mais je m'excuse. Mais c'est des Français. Ils sont fancy. Donc, bref, plusieurs prix pour ces livres. Donc, en papier, autour de 26, 27, 28 $, ça dépend du tome. Et autour de 16, 17, 18, vous aurez compris le principe, en numérique, pour un public évidemment adulte. Alors, c'est quoi cette trilogie de livres? Ce sont des romans policiers qui se passent en plein cœur de la Gaspésie. Honnêtement, la Gaspésie, dans les 3 romans, on la voit, on la sent, on la respire, on l'entend. J'avais vraiment l'impression de m'y retrouver. On a fait le tour de la Gaspésie pendant la pandémie et j'avais l'impression de revoir. On entend les personnages dans ce qu'elle écrit. C'est vraiment fantastique. Roman policier, tout y est, les codes, les intrigues, les personnages. Un petit peu moins d'intrigue dans le premier livre, dans le troisième, puissance 1000 au niveau de l'intrigue, de l'anxiété, du suspense. Mais aussi, c'est vraiment une trilogie empreinte d'humanité, comme je l'ai rarement lu, parce que les personnages, on a vraiment l'impression d'être à côté d'eux et d'elles. Beaucoup de tendresse, des moments drôles. L'autrice laisse vivre les personnages, on apprend à les aimer. Honnêtement, quand j'ai fermé le 3e livre, je m'ennuyais de ces personnages-là. Ça, c'est les meilleurs livres. Oui, je m'ennuyais des marins qui me parlaient, je m'ennuyais des personnages du café qui sacrent à tout bout de champ. Donc, vraiment, les personnages aussi. Tout d'abord, Joaquin, ou Joaquin, on ne sait pas comment on le prononce, hein? Il est d'origine mexicaine, donc il a immigré à 22 ans à Longueuil parce qu'il y avait eu des petites relations avec une belle touriste là-bas. Elle est tombée enceinte et il est venu habiter ici. Le coquin. Alors maintenant, il est dans sa 50aine, 2 enfants, un mariage qui bat un peu de l'aile et sous la demande de sa femme, il déménage en Gaspésie et devient policier à Bonaventure. Alors, tout au long de cette trilogie-là, évidemment, il y a 3 enquêtes, toujours portées par ce policier-là, mais on a des marins bourrus, des femmes jalouses, Renaud, qui est un tenancier du bistrot qui sacre à tout bout de champ, mais il est absolument fantastique. On sacre en québécois, j'imagine, En bas du fleuve. Okay, là, les gens du bas du fleuve vont me dire que la Gaspésie, en tout cas, vraiment, là, on entend la Gaspésie dans chacun des personnages et quelques amourettes. Je n'en dirai pas plus parce qu'il ne faut pas vous voler toutes les punches. En tout cas, on dit que Joaquin, sa relation bas de l'aile. Sa femme est restée à Montréal, à Longueuil. Ah, elle a envoyé son monsieur... Elle doit aller le rejoindre. Je ne vous en dirai pas plus. Mais des personnages hyper complexes, mais tellement tendres, tellement mystérieux en même temps. Ils se dévoilent tranquillement, sont super bienveillants, super humains, grand cœur. C'est vraiment
Quand je vous dis je suis tombée en amour avec les personnages, c'est vraiment ça. Et je m'en ennuie. J'ai lu la trilogie à peu près en 3 semaines. Oh, quand même! Je l'ai dévorée. C'était absolument fantastique. Ouais. Alors, une petite description quand même des 3 livres. Donc, nous étions Le sel et la mer, première enquête. Ça se passe dans un petit village gaspésien de Caplan. On y découvre le cadavre de Marie Garand qui est pris dans des filets de pêche et ça fait ressurgir vraiment tout le passé de ce petit village. Pourquoi la marée a ramené le corps de cette femme alors qu'elle partait souvent sur son bateau. Elle a eu plusieurs relations avec des hommes, avec des femmes jalouses, avec... C'est vraiment une espèce de bébite dans ce village-là. Donc, certains pensent à la thèse de l'accident, mais non, plusieurs villageois qui la connaissent depuis toutes ces années ne croient pas du tout parce que c'est vraiment... Elle vit sur l'eau, elle a vécu sur son bateau, elle y a trouvé refuge pendant de longues années. Alors, on a tout ça, on a des mystères, des non-dits qui planent autour de cette femme-là, autour de la relation avec les gens du village. L'inspecteur Morales arrive de Longueuil, en Gaspésie. Fait que c'est comme sa première enquête. Ça ne sera pas une enquête facile. Fait qu'on a vraiment toute son arrivée aussi à lui. Et finalement, Catherine D., qui est l'autre personnage qui arrive. Elle a perdu ses parents biologiques et elle vient rencontrer Marie Garand, qu'on apprend que c'est sa mère, ses parents adoptifs qui sont décédés. Marie Garand étant sa mère biologique. Alors, mais là, elle vient la rencontrer, puis pauvre fille, elle est morte. Alors... C'est triste. C'est vraiment un roman rempli de passion, d'amour perdu, l'enquête, c'est le fond, mais c'est surtout la relation entre les personnages qui est super intéressante dans ce premier tome. Deuxième tome, La mariée de corail. On passe de Gaspé au parc Forillon. Alors, c'est une capitaine de Haut-Mardier qui s'appelle Angel Roberts, qui est portée disparue et par sa famille, ne la trouve plus. Puis à un moment donné, elle est rejetée par la mer. Il y a beaucoup de poésie dans ces livres-là aussi. Tout ce qui est dit, c'est vraiment très beau. Alors, évidemment, c'est encore notre bel enquêteur. Moi, je le vois très beau. Un peu brut, là. Un cinquantenaire brut. Donc, il y a cette enquête-là. Comme Martine les aime. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, lui vit aussi une crise familiale parce que son fils, Sébastien, débarque chez lui complètement saoul. Il est en crise identitaire. Ça ne va pas du tout. Alors, l'intrigue, est vraiment plus prenante que la première. C'est vraiment... des histoires de famille aussi, mais surtout l'histoire de cette femme-là qui a travaillé toute sa vie dans un milieu d'hommes. Un milieu assez difficile. Intéressant. Aller au mardier, c'est pas des jobs faciles. Exactement. Donc, vraiment hyper, hyper intéressant. Il y a plein de... Ça remonte à la surface, les histoires des pêcheurs, les histoires de pêche, comme on dit. Une intrigue plus policière. Donc, moi, qui est très, très fan de romans policiers, là, je l'étais encore plus servie dans... L'intrigue est plus forte là-dedans. Exactement. Donc, amour, jalousie, suspense constant et honnêtement, je ne pensais pas que la fin serait celle qu'elle est. Ça se termine vraiment à le suspense et là, jusqu'à la fin. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et est introduit dans ce livre-là le personnage de Simone Laure, qui est agente de pêche, qui doit travailler avec le bel enquêteur. Dommage. Mais ils ne s'aiment pas du tout. Ça va pas du tout, mais je n'en dirai pas plus. Est-ce que Joaquin, là, c'est-tu un policier alcoolique, comme dans tous les romans policiers? Pas du tout. OK. Non. On va ailleurs. Là. Okay. C'est pas celui... On va complètement ailleurs. C'est pas celui qui brise les règles, qui est alcoolique, qui est rendu isolé. Là. On change Non, okay. En fait, il est plus sur la déprime, il vieillit un peu, il se demande s'il vaut encore la peine. Non, on n'est pas dans le typique policier de ce genre de roman-là, mais il y a toujours encore là un petit fond d'amourette. Je ne vous en dirai pas plus. Vous devez absolument le lire. Et le troisième livre, Le murmure des Akapiks. Un Akapiks, c'est une arme, d'ailleurs. Ah, merci. Oui, mais oui. L'arme employée pour la chasse aux phoques. Ah. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Voilà. Alors, c'est le meilleur des 3. Il y a une couche d'anxiété et une ambiance lourde et dramatique qui reste jusqu'à la fin du livre. C'est celui que j'ai lu le plus vite
parce que je voulais plus aller me coucher. Moitié d'une semaine, celui-là. C'est ça. Écoute, c'était... Je sais pas quoi dire de plus, qu'il est absolument fantastique. Donc là, on est à Cap-aux-Meules et aux îles de la Madeleine. On est fin janvier. Il y a 2 histoires en parallèle. Oh. Notre Simone Laure, qui est renvoyée aux îles de la Madeleine pour travailler, elle se fait envoyer par son patron sur un bateau, un crabier, qui est en partance pour la chasse aux phoques. Mais il annonce une grosse tempête, alors c'est sûr que elle est là pour surveiller que la chasse aux phoques se fasse bien, qu'il n'y ait pas de maltraitance d'animaux, qu'il n'y ait pas au niveau des quotas et tout. L'équipage est 0 recommandable. Il y a beaucoup d'hostilité à son égard. C'est la seule femme sur le bateau. Il y a beaucoup de violence psychologique et verbale. On aime ce personnage et on trouve ça très difficile en tant que lectrice. En tout cas, ça a été ton cas? Mon cas, là, quand je le lisais, j'avais envie de la prendre dans mes bras puis de toutes les tasser en dehors du bateau. Donc, en parallèle, on a notre bel enquêteur qui vit des moments difficiles, qui s'en va faire du ski avec des amis. Une psychologue judiciaire avec qui il a travaillé arrive sur le voyage de ski, travaille aussi sur une enquête troublante et évidemment, notre enquêteur Morales, bien là, ça pique sa curiosité. Il y travaille un peu. Puis en bout de ligne, ces 2 enquêtes-là sont reliées à la toute fin du livre. C'est un livre très noir. Plus noir que polar. Un roman, comme je l'ai dit, anxiogène, qui ne nous laisse vraiment pas neutre. Moi, il faut savoir, j'aime beaucoup les bébés phoques, les mamans phoques, les papas phoques. Alors, quand on parle de chasse aux phoques, déjà, je trouve ça difficile. Le personnage de Simone, qui vit quelque chose de super angoissant sur le bateau, ça nous laisse vraiment sans mots. C'est le meilleur des 3. On parle de entre 300 et 350 pages par livre, là, fait que c'est pas des livres de 1500 pages, mais je vous les recommande. Très, très fortement. Bonne lecture de polar durant l'été. Là, ça se passe en Gaspésie, fait que ça fait très, tu sais, l'été, ça fait du bien, on voit la Gaspésie. Si tu voyages en Gaspésie comme tu as fait, justement, exactement. C'est une bonne lecture, là, ouais. Est-ce que c'est possible de lire juste un des 3 tomes, ou est-ce que l'ordre est important, ou il faut vraiment lire la trilogie? Bien, c'est certain qu'il répète toujours un petit peu en début de livre là, de ce qui s'est passé avec Joaquin Morales et tout. C'est sûr que je pense qu'il faut les lire quand même un peu dans l'ordre pour comprendre, parce qu'il y a tellement de liens. Il y a des personnages qui sont là dans le premier qui reviennent dans le deuxième, d'autres qui arrivent dans le deuxième qui reviennent dans le troisième. Fait que pour comprendre un petit peu toute leur histoire puis tout ce qui s'est passé, étant donné que c'est très, très psychologique quand même comme livre, moi, je pense qu'il faut lire dans l'ordre et les 3. C'est bon. Tu as ta réponse, Martine. Oui, mais c'est comme les Hercule Poirot, là, je veux dire, tu peux lire n'importe lequel. C'était pour ça un peu ma question. Excellent. Bon, donc, tu recommandes fortement cette trilogie. Fortement. C'est un coup de cœur. Fortement. Un très grand coup de cœur, honnêtement. Je ne connaissais pas cette autrice. Et puis, je l'ai découvert grâce au Combat national des livres. Est-ce que tu es une grande lectrice de polar, de livres? Oui. Ah, oui. Tu lis tout, là. En fait, c'était difficile de choisir ce que j'allais recommander parce que tout ce qui est série, tout ce qui est film, tout ce qui est livre, policier, polar, j'adore ça. Alors, j'aurais d'autres recommandations si tu veux, Fanny. Mais bien sûr que je veux, Émilie. Tu es la bienvenue. Tu peux revenir sur le show sans souci. Oh là là! Mais c'est une super bonne première chronique, en fait. Merci beaucoup. C'est rare qu'on a des romans plus aux geekettes. C'est pas parce qu'on n'en lit pas, mais des fois, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile, des fois, avec le temps qu'on a. Mais c'est super. Oui. Et là, je dois avouer, j'ai aucune idée de combien de temps j'ai pris pour parler de cette trilogie. 14 minutes. Oh, c'est parfait, c'est juste dans les temps. Ah, 7. Ça dit 7 à 11 dans nos menus. Dans notre mais il y a juste moi qui respecte le 7 à 11. Moi, c'est toujours max 15 minutes, mais c'est vrai que quand c'est pas... Mais écoute, première chronique, c'est parfait. Non, mais écoute, c'était 3 livres, là. C'est pas un livre, c'était 3 livres. Oui, je suis d'accord. Oui. Bien, merci encore, Émilie. Est-ce que tu peux répéter le titre pour les gens, juste pour être certain? Oui, absolument. Alors, le premier tome, nous étions Le sel de la mer. Le deuxième tome, qui est La mariée de corail. Et le troisième tome, Le murmure des Acapiques, par Roxane Bouchard. Merci beaucoup. De rien. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2 $ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes.
il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Allô Martine! Hello! Alors, tu vas nous parler d'une série télé qui s'appelle Beef, comme le bœuf? Ben oui, comme le bœuf, mais aussi comme le sentiment, tu sais, quand on dit qu'il y a un beef avec quelqu'un, un genre de chicane. Je sais pas comment le dire en français. On dirait qu'il n'y a pas de mot. C'est pas mal ça. Chicane, dans cette série, c'est pas mal plus chicane que bœuf, je dirais. Oui. Comme burger, ouais, non. Exact. Donc, c'est une série Netflix qui est sortie en avril 2013. Et c'est parfait pour l'été parce que c'est seulement 10 épisodes de 30 à 40 minutes. Donc, ça prend pas trop de temps. Tu t'écoutes ça dans une petite soirée de pluie. C'est un drame avec un fond d'humour noir. Qu'est-ce qui m'a attirée envers cette série? C'est que ça met en vedette l'humoriste Ali Wong. Oh, on l'aime tellement! Qu'on adore. Donc, elle joue là-dedans, Ali Wong. Oh. Donc, écoutez, moi, je savais pas qu'elle avait joué dans d'autres séries télé avant. Fait que j'étais comme curieuse. Je suis comme, non, elle va être aussi être une bonne actrice? Est-ce que tu la connaissais comme humoriste? Oui, principalement? Comme humoriste. Ben, moi aussi, je dis oui, moi aussi. Mais elle a fait d'autres séries auparavant. Et son autre film sur Netflix est vraiment très bon. Ben c'est ça. Fait que finalement, c'est aussi une actrice et elle est très bonne. Que de talent. Exact. Et ça met aussi en vedette Steven Yeun. Steven Yeun? Je ne sais pas. Mais on s'excuse si on fait... fait... C'est Glenn dans Walking Dead. Pour ceux qui aiment Walking Dead. Je n'ai pas écouté. Bon. Je sais. Bon. Fait que le synopsis, de quoi ça parle? Donc, un presque accident dans le stationnement d'une quincaillerie transforme deux inconnus en ennemis qui les mènent à une escalade d'actes de vengeance. Amy et Danny découvrent l'identité de la famille de l'autre et s'impliquent de plus en plus dans la vie de chacun. Mais non. Enfin bref, c'est un épisode de Road Rage qui devient complètement incontrôlable. Puis, tu sais, ça nous arrive tous là, dans la vie, là, quelqu'un nous coupe, là, puis on est comme « Ah! » Ça peut devenir comme très fâchant. Mm-hmm. Mais eux sont dans un point de leur vie où c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est personnel, là. Oui. Puis les deux sont à cette période-là de leur vie. Fait que ça monte en très, 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 très grande escalade. Ça présente le contraste de deux réalités américaines, c'est-à-dire les très riches et la classe ouvrière, parce qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne aux États-Unis. Donc, Amy, qui est jouée par Ali Wong, elle, c'est une artiste, elle vient d'un milieu très riche, elle vit dans un beau grand quartier, elle a sa propre compagnie, est en train de négocier pour se faire racheter puis avoir beaucoup d'argent. De l'autre côté, Danny, qui est joué par Steven, c'est un entrepreneur. Sa famille a nagé dans la criminalité. Il vendait des chandails Nike, mais que c'était marqué Mike. Du genre. Puis, évidemment, son entreprise est en difficulté financière et tout. Fait qu'on a vraiment... Tu sais, oui, c'est du déjà-vu dans le sens que, bon, les deux classes qui vivent des situations et qui se rencontrent, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Par contre, je trouve que c'est apporté d'une manière très différente. Ça avait comme un nouveau souffle parce que, justement, ça part de l'escalade, de la colère, de nos plus bas instincts. Et j'ai écouté ça avec mon conjoint. Puis souvent, il disait, « Ben voyons, c'est non bien ridicule, il faut qu'il apprenne à lâcher prise. » Mais moi, je le comprends. Il y a des fois que je me sentais, je me sens comme ça, des fois. Et c'est vraiment dans les tripes, là. Oui, ben c'est ça. C'est que, je pense que on y pense tous des fois, mais on est mature. Puis on passe pas à l'acte de certaines choses. Mais tu y as pensé, c'est dans ta tête. C'est ça. Mais là, eux, ils s'enfoncent le pied de plus en plus profond. Et là, ça devient une vengeance incroyable. Puis, tu sais, moi, la colère, c'est un sentiment que je connais, que j'essaie de contrôler. Puis non, je me rendrai jamais au niveau où ces personnages-là se rendent, mais je les trouvais attachants. C'est parce que, veux pas, ils vivent des choses difficiles dans leur vie. Puis, c'est comme je disais, c'est vraiment la goutte qui fait tilter. Puis, quand on comprend pourquoi ils sont comme ça, ils deviennent attachants.
On voit aussi beaucoup qu'est-ce qui se passe dans leurs familles respectives. Les personnages secondaires sont également très intéressants, très drôles, attachants. On veut en apprendre plus sur eux aussi. Le choix musical, oh my God, c'est toutes les tunes de notre génération. C'est toutes mi-90, mi-2000. Les paroles des chansons, c'est toujours vraiment en lien avec ce qui se passe, avec les émotions qu'ils vivent. Ah, c'est donc bien. Et, tu sais, des tunes que tu dis, « Hey, je l'avais oublié, cette tune-là. » Ben, eux, ils l'ont sorti pour toi. Fait que c'est vraiment le fun. Ben oui, puis là, non. Ah. Mais là, ça me rappelait aussi ma colère du cégep. Parce que c'était les tunes que j'écoutais quand j'étais au cégep, en colère. Du cégep. Oui, exact, tu sais. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, souvent dans les séries américaines, tu sais, lorsque, tu sais, comme là, dans ce cas-ci, Danny est coréen, puis tu sais, souvent, quand ils parlent à leurs parents, tout est en anglais. Mais tu sais, on sait bien qu'entre eux, tu sais, absolument, dans la vie, c'est pas ça. Non. Donc, c'est ce qui est intéressant de la série, c'est justement quand Danny parle à ses parents en Corée, il parle en coréen. Ah, c'est très cool, ça. Fait que ça parle toujours, toujours, je veux dire, surtout quand il parle avec les gens plus âgés ou les gens de leur communauté, c'est pas en anglais. Et ça, je trouve que c'est bien. Du côté réaliste, là. Exact. Les petits à côté aussi, tu sais, le choix des titres des épisodes, les visuels pour présenter l'épisode, c'est toujours une toile, c'est une peinture et c'est magnifique. Et oui, on y voit du bœuf, Fanny. Donc, écoutez, tu sais, c'est sûr que, bon, dans les petits points négatifs, je dirais, ça va arriver qu'il y a des intrigues qu'on voit venir. Ça réinvente pas la roue non plus. Par contre, il y a toujours des moments qu'on s'attend pas, où on est comme, ben voyons donc, ils n'ont pas fait ça. Fait que ça vient rattraper ce petit point négatif-là. Aussi, ce qui est bien, c'est que le créateur, Lee Sung-jin, a dit qu'il a écrit l'histoire pour 3 saisons dans sa tête. Ah! Fait que pour lui, c'est une histoire qui devrait se compléter en espérant que Netflix renouvelle les saisons parce que ça ne serait pas terminé. Mais je sais, Émilie, je l'ai écouté. Est-ce que ça se termine avec, pas en queue de poisson, non, mais avec une fin ouverte? Ben... Un petit peu. Ça pourrait... Oui, mais ça pourrait se terminer. Ça pourrait se terminer. Se terminer là. OK. Puis il n'y aurait pas de problème. Mais effectivement, il reste des questions en suspens, mais... ça se terminerait là que toi, en tant que personne qui regarde ça, tu es capable de fermer les boucles dans ta tête. Mm-hmm. T'as pas un gros cliffhanger. Ouais, c'est ça, c'est pas ce qui se passe. Des fois, ça arrive. Okay. Non, mais t'es comme, tel personnage secondaire, j'aimerais ça savoir ce qui se passerait avec lui. OK. Mais toi aussi, tu l'écoutais, Moi, j'ai adoré cette série. Oui. C'est une série qui est quand même un peu lente, mais Ali Wong, si tu aimes Ali Wong, cette série-là, je veux dire, elle est drôle, puis elle est vraiment enragée, mais vraiment beaucoup. Ils bousillent la vie l'un de l'autre. Mais sans être caricatural. Exact, mais à une échelle qui est comme impossible, mais qui est très réaliste, là, mais je veux dire, on se rendrait jamais là. Les images sont magnifiques. Moi, j'ai adoré la façon dont ça a été tourné, avec la musique, mais vraiment, toute la colère, là. Moi, j'ai adoré son personnage. Oui, puis François, il se reconnaissait pas, mais il a complètement accroché aussi, là, tu sais. Fait que je pense que ça parle à tout le monde, là. Est-ce qu'on mentionne la colère? Comment que la colère est gérée par les femmes? Comment les femmes... Est-ce qu'on mentionne un petit peu ça dans la série? Je te dirais pas par rapport au sexe. Par contre, c'est sûr que des fois, ils ont des conversations avec leur entourage qui les incite à essayer de gérer leur colère. Moi, des fois, le mari de Ali Wong, George, je suis comme, hey, si je suis en colère, là, je veux pas que tu me dises de méditer. Mais... Parce que lui, tu sais, il faut jamais être en colère, il faut toujours que tout soit parfait, soit bien, qu'on sourie aux enfants, que bon... Hashtag gratitude et tout, là. Exact, exact. Fait que c'est confrontant, tu sais, pour elle qui... Fait qu'elle essaie de cacher, en fait, tous ses plus bas instincts, elle les cache à son mari parce que pour lui, c'est important d'être zen, puis d'être calme et tout. Ouais. Puis tu vois, ça aussi, moi, ça me crée une tension quand je l'écoutais. Parce que je le sais que si je vis un élan de colère... T'as une émotion, il faut que tu la vives. Oui, là. Je veux pas qu'on... Tu veux pas la répresser, l'enfermer parce que c'est pire. C'est comme n'importe quelle émotion, là, tu sais. La colère, souvent... en tant que femme, souvent on dit non, faut pas que tu sois fâchée, faut que tu te calmes. Tu sais, souvent, c'est quelque chose qu'on nous dit. Là. Mais effectivement que
elle le cache énormément, son entourage. Dans la série, on voit ça. Avec elle sourit, mais c'est un sourire qui est faux. Elle essaie d'être douce, gentille, dans la compréhension, mais en même temps, on sent, nous, dans ses yeux, juste comme exploser. Mais c'est vraiment... moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui. Est-ce que tu peux répéter le titre de la série, s'il te plaît, Martine? C'est Beef, mais comme dans une chicane et non pas comme dans le bœuf. Parfait. Ben, c'est diffusé sur Netflix. Parfait. Ben, merci. Je vais aller écouter ça, certainement. Là, j'ai des vacances qui s'en viennent. Merci, Martine. Fait plaisir. Alors, c'est ce qui termine ce 102e épisode de La vie secrète des geekettes. Hey, avant de terminer, là, Martine, elle me disait qu'il faudrait peut-être qu'on remercie nos charmants partenaires, puis en particulier le marché Bonichois Neveu à la Vers-le-Cher, qui est un marché, non pas un dépanneur. On avait déjà dit qu'il était un dépanneur, puis Alex nous était revenu pour dire non, c'est un marché, c'est très différent. Alors, je veux le mentionner, c'est un marché. Il nous offre des sublimes Doritos qu'on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui, mais qu'on va se... C'est pas grave, on va se reprendre. Donc, c'est ça. Martine, est-ce que tu avais autre chose à dire à propos de nos partenaires? À propos de nos partenaires, non. Remercier nos vailleux Patreons. Nos Patreons. Qui nous suivent. Puis écoutez, je pense que vous allez plus avoir... si vous n'avez pas écouté le dernier épisode des Geekettes secrètes, abonnez-vous. On parle de groupisme. Et quand on parlait avec Cliff des invités, je trouvais qu'il y avait un énorme lien avec le dernier épisode des Geekettes secrètes. Donc, c'est un bon lien. Oui, abonnez-vous à notre Patreon. C'est à partir de 2 $ par mois ou 5 $ selon votre budget. Puis dernièrement, il y a même eu quelqu'un qui nous a envoyé un montant parce qu'on a un petit PayPal aussi, un bouton PayPal. Donc, si tu ne veux pas donner un montant mensuel, ce qui est bien correct, là, on fait ça gratuitement de toute façon. Il y a des gens qui vous pouvez donner un montant via le bouton PayPal également de votre choix. Donc, c'est là, c'est dans l'univers. C'est sur le site web des Geekettes, au geekette avec un s.ca. On a aussi une page Facebook, on a aussi un Instagram. Donc, c'est majoritairement les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles nous sommes, les Geekettes. Et puis, je crois que ça termine notre émission. Hey, Émilie! Oui! Merci de ta première présence à l'épisode. Merci tellement de l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous, les femmes. Ben merci. Puis, tu es la bienvenue. Tu peux revenir quand tu veux au show des Geekettes. Là, on a 4 micros, bientôt 5 peut-être. Donc, il y a de la place en masse dans notre studio. On a 4 micros, mais l'espace pour 8 sur la console. C'est vrai, une nouvelle console. Peut-être pas dans le local l'été, parce qu'à 8, il fait très chaud. Il fait chaud. Hey, j'avais de la buée dans mes lunettes, moi, dans l'épisode. Là. C'était très chaud. C'est chaud, là. Moi qui est frileuse, j'ai eu chaud. Ça se peut, je commence à friser, je pense. Là. ça se peut. Super. Alors, ça termine notre épisode de La vie secrète des Geekettes. Alors, on dit bye-bye à tout le monde. Ciao! Bye. La vie secrète des Geekettes.